sur les docks. Avant de rejoindre vendredi l'univers du documentariste Christian Rouault, nous vous proposons de continuer à parcourir les pays où a soufflé le vent du printemps arabe. Après la Tunisie hier et avant l'Algérie jeudi, nous allons aujourd'hui interroger dans Sur les docks la révolution au quotidien en Égypte. Joseph Confavreux était allé dès les premiers jours de la révolution au Caire pour une série de reportages diffusés dans Les Pieds sur Terre. 3 mois plus tard, il a pris avec Jean-Philippe Navarre le temps du documentaire pour recueillir des témoignages jusqu'alors muselés sur les exactions commises dans les bâtiments de la sécurité d'État. Ce documentaire exceptionnel sera diffusé demain à 17h. Aujourd'hui, c'est le temps de la révolution au quotidien qui nous est proposé. Craignant comme en Tunisie la contre-révolution, mais enivré par les espérances de la place Tahrir, c'est toute la vie qui est transformée et chaque instant pèse décidément autrement. Que l'on soit chauffeur de taxi, religieux copte ou jeune fille sous le voile, juge ou danseur, c'est une transformation intime qui suit la révolution. Une métamorphose dont rend compte ce Sur les docks. ولا بد للظلم دليل مش الليل الظلم أن ينكسر. Ça veut dire quoi? Si le peuple ose et si le peuple veut, alors le destin, c'est pas Dieu, le destin répondra. يعني كانت حياة وفيها زي ما تقول زي ما قلت لك اكتئاب، كان في اكتئاب. Notre état psychologique avant la révolution n'était que dépression et tristesse. Mais on guettait quelque chose. L'occasion qui arriverait enfin. On guettait l'avenir. Ma vie se résumait alors à je me lève à 7 heures, j'arrive au bureau à 9 heures, je reste jusqu'à 18 heures. Je rentre à la maison, je prends mon repas et une douche et je ressors passer la soirée avec ma bande. On passait notre temps dans un café de Zamalek à parler des problèmes de l'Égypte. Mais c'était des blabla. لكن عندما قامت الثورة وأنا شاركت فيها من اليوم الأول. Quand la révolution a eu lieu, j'ai rejoint les jeunes dans la rue et j'ai eu un coup de frais, un coup de jeunesse. J'ai 60 ans, mais je n'avais plus que 25 ans. Comme à l'époque où j'étais étudiant et où je faisais mes premières manifestations. Égypte, la révolution au quotidien. Un documentaire de Joseph Confavreux et Jean-Philippe Navarre. طبعا في حالة الانتعاش وأننا رجعت شاب مرة أخرى وبتصرف بروح الشباب. Je n'arrêtais pas de courir partout. بطلب من الله أننا أعيش فترة أخرى. Et le vrai changement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours l'état d'esprit d'un garçon de 25 ans qui espère vivre encore longtemps pour voir ce que produira cette révolution. On sent une fraîcheur différente dans l'air. Venez, nous allons nous asseour au bord du Nil et vous allez voir que l'eau du Nil aussi a changé. Que l'air est plus doux, moins lourd. Si tu avais vécu ici avant le 25 janvier, tu sentirais toi aussi que même l'air est différent. Avec ce nouvel esprit de jeunesse, je cherche d'ailleurs à me marier une seconde fois et avoir des enfants pour qu'ils grandissent avec ce nouvel air de liberté. C'est une blague, bien sûr.
Mais la révolution a fait que maintenant je fais des blagues. Et ça, c'était vraiment rare avant. Révolution, 25 janvier à 2h de l'après-midi. On n'en fait pas tous les jours. On a décidé l'heure et le jour de la révolution. Et un copain me dit, je dors tôt aujourd'hui parce que j'ai une révolution demain. Je fais appel au regard de la réalisatrice que vous êtes, Nadia. Moi, en arrivant ici, donc 3 mois après avoir vécu quelques moments de cette révolution, je trouve qu'à l'œil nu, on voit pas énormément de choses. Place Tahrir, on voit que les marchands de papyrus ont été remplacés par des marchands de t-shirts avec marqué 25 janvier. Dans le métro, on voit que la station Moubarak a été arrachée à la main et qui a marqué les martyrs à la place. Et puis on voit les voitures avec ces espèces d'autocollants 25 janvier. À quoi d'autre on la voit? C'est dans le rapport. C'est dans le rapport entre les êtres humains que ça a beaucoup, beaucoup changé. Je pense. C'est pas visuel, mais bon. On parle tout le temps de politique et de la révolution. On peut s'arrêter dans la rue et parler avec qui que ce soit, avec n'importe quoi. C'est bon. Je peux prendre le train, aller dans un endroit que je connais pas et commencer à parler comme ça. De l'avenir, de ce qu'il faut faire, de ce qui s'est passé, des frères musulmans, de la différence entre être religieux et d'être extrémiste, dans la rue, comme ça, avec des gens que je connais pas. Le sentiment de lourdeur et d'impossibilité de faire quoi que ce soit d'étonnant, de ne s'attendre à rien d'étonnant en plus. Ça, c'est parti. On s'attend à tout. L'étonnement est devenu une partie de la vie quotidienne. On est là dans la rue et des surprises, de très bonnes surprises nous rencontrent. Des gens qui nous parlent, des gens qui nous sourient, des complicités comme ça improvisées dans la rue et dans les lieux de travail. C'est exquis. En Égypte, bonjour se dit selon l'humeur Sabah el-Nour, matin de lumière, Sabah el-Warda, matin de rose, ou Sabah el-Eshta, matin de crème. Mais depuis le 11 février dernier et le départ du raïs égyptien Hosni Moubarak, une nouvelle manière de se saluer est employée dans les rues du Caire, d'Alexandrie, de Tanta ou d'Assiout, Sabah el-Saoula, qui signifie matin de révolution. Cette révolution s'est en effet inscrite dans le quotidien des Égyptiens, bien qu'en Égypte, comme d'ailleurs en Tunisie, c'est le processus politique et électoral qui concentre toute l'attention sur des lendemains qui peuvent encore chanter ou déchanter. Avec ces tensions interconfessionnelles, le surgissement des extrémistes, une armée ambiguë et une contre-révolution tapie dans l'ombre, le destin de l'Égypte nouvelle s'inscrit toujours en pointillé. Quoi qu'il arrive dans les prochains mois, cette révolution a déjà produit des effets palpables ou éphémères, visibles ou souterrains, dans les attitudes, les corps et les esprits. 3 mois après avoir été témoin de la révolution du 25 janvier, je suis retourné en Égypte, voir ou revoir des amis et des inconnus, pour comprendre ce que cette révolution, encore en cours, avait déjà pu changer dans leur vie. Une réalisatrice de films intriguée par la levée des interdits, un taxi qui refuse désormais de payer des bakchiches, une jeune fille voilée qui s'interroge sur sa foi, un entrepreneur en travaux publics devenu bâtisseur de révolution, un chauffeur qui a retrouvé sa dignité en même temps qu'il perdait l'espoir de s'en sortir matériellement, une chanteuse censurée qui retrouve la parole, un danseur homosexuel qui ne veut plus émigrer, un copte inquiet mais transformé, ou encore un juge qui a rajeuni. Quelques regards sur une révolution qui est aussi une révolution intérieure. أنا اسمي ممدوح حمزة أنا أستاذ في جامعة قناة السويس بدرس هندسة مدنية. Je m'appelle Mandour Hamza. أنا مكتب عندي مكتب. Je suis à la tête d'une agence d'architecture et de construction civile. في مجال الهندسة المدنية بعمل كباري وإنفاق ومباني عامة. Des tunnels, des grandes infrastructures. عندي j'ai 63 ans. When we started the first demonstration, that was the 25th. I participated.
Le 25 janvier, je suis descendu avec tous les jeunes dans la rue, parce que le leader du mouvement du 6 avril travaillait ici comme architecte. J'étais donc au courant. Je suis rentré ici, et dès le lendemain, j'ai écrit un article sur la révolution que j'ai envoyé au journal 12 Tours. Et le jour même où j'ai rédigé cet article, j'ai quitté mon rôle exécutif à l'agence. Et depuis le 26 janvier, tout cet étage que vous voyez n'a été dédié qu'à la révolution. On a rédigé des tracts, écrit des livres. Depuis ce jour-là, j'ai démissionné de mon travail et je ne me suis consacré qu'à la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus du tout travaillé pour mon agence. Et j'ai même embauché 25 personnes pour continuer le travail de la révolution. Regardez ce bureau. Il n'y a plus rien qui concerne l'ingénierie ou l'architecture. Tout est consacré à la révolution. À cette putain de révolution. Tout est dédié à la révolution. Ce livre que j'ai financé, tous ces papiers, ça aussi, c'est la révolution. Tout dans ce bureau concerne la révolution. Vous êtes passé d'entrepreneur en travaux publics à entrepreneur en révolution, c'est ça? Oui, à 100%. Rien d'autre. Rien d'autre que la révolution. Et vous travaillez plus maintenant ou avant? Double. 2 fois plus. Donc vos journées avant la révolution du 25 janvier, c'était se lever, aller au travail, vous étiez donc entrepreneur en travaux publics, et puis à la fin de la journée, vous parliez politique avec vos amis. Maintenant, du coup, toute la journée, vous parlez politique avec vos amis, c'est ça? Je ne parle plus du tout de travaux publics ou de problèmes d'ingénierie. Si quelqu'un descend du bureau d'en haut pour me parler d'architecture, je le chasse immédiatement. Mais le jour où la révolution sera terminée et toutes nos demandes exécutées, je reprendrai mon travail d'architecte. À 63 ans, les 2 plus beaux moments de ma vie, c'est d'abord quand j'ai eu mon bac, et l'autre, c'est le 29 janvier, quand je me suis retrouvé devant le bâtiment du Parti national-démocrate, incendié. Et j'ai dansé comme un fou. Et c'est là que j'ai vu le bureau de Gamal Moubarak flotter dans le Nil. Votre vie quotidienne est-elle différente depuis la Révolution, avant et après? La chose la plus intéressante, c'était le calme de la circulation. Alors, la circulation est devenue à doubler, je crois. C'est beaucoup plus lent. Mais les gens sont beaucoup plus gentils entre eux. Et les klaxons ont diminué pendant très longtemps. Maintenant, ça revient. Ça revient avec la police. Et le couvre-feu la nuit, qui est très très court, c'est très intéressant. Ça fait du calme la nuit. Et donc on dort beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'attends voir quand ils vont enlever le couvre-feu, parce qu'il ne va pas durer très longtemps. Est-ce que la grande vie du Caire, qui ne dort jamais, et donc qui ne fait dormir personne, va revenir. J'espère que non, quand même. Les gens ont besoin de dormir maintenant. Après 30 ans de frustration, peut-être que un besoin de dormir la nuit va retourner. C'est la possibilité pour un pays qui n'a rien fait pendant 30 ans. Et donc, il faut tout apprendre. Apprendre à parler, apprendre à discuter, apprendre à travailler, apprendre à apprendre à la démocratie, parce que personne, et apprendre même la justice, les concepts de justice, le concept de vie collective, le concept des conflits pacifiques.
Hein. Tout ça, c'est à découvrir, à apprendre. Donc je veux faire partie de tout ça. Mais la journée est trop courte. C'est-à-dire que la révolution a rallongé les nuits et raccourci les jours. Voilà, on dort plus, on a moins de temps. Aujourd'hui, j'ai le sourire. Une sérénité, un bien-être. Avant, les gens se détestaient. Il y avait une haine nourrie entre les classes sociales, entre les gens. Aujourd'hui, on est solidaires. Ça me rappelle les paroles d'une chanson qui disait « On s'aime tous, on est bien ensemble, on est mieux ensemble. » On est donc dans cet état d'esprit. On est amoureux l'un de l'autre. On est tous frères. Quand les gens se rencontrent, ils s'embrassent avec plus de volupté. Ils se prennent beaucoup plus dans les bras que par le passé. Et côté sexe, c'est à la fois plus et mieux. Parce qu'on a plus d'appétit. Est-ce que la révolution du 25 janvier à Manille, ça a changé quelque chose dans ta vie ? Dans ma vie, quotidienne et en général aussi, tu vois. Dans ma vie quotidienne, j'ai senti que les garçons sont devenus tout d'un coup plus polis, d'accord. Et j'ai vu une baisse remarquable de l'harcèlement, soit verbal, soit physique, dans la rue. Comment ça se fait ça ? Comment ça se fait ça ? Je sais pas exactement comment ça se fait ça, mais tu sais, il y a une sorte de conscience générale qui a été créée vraiment après la Révolution. Bon, je m'appelle Nagui Géata, j'ai 43 ans, je suis prof de français dans une école catholique au Caire et je travaille avec des adolescents de 14-15 ans. Voilà. Qu'est-ce que la Révolution a changé pour vous ? Je crois qu'elle a changé presque tout. Parce que je vivais avant la Révolution dans une bulle complètement fermée. Jamais je m'étais intéressé à la politique. Moi, j'ai jamais voulu m'engager parce que je trouvais que tout le monde montait sur tout le monde. Tout le monde faisait ses propres calculs. J'avais perdu un petit peu espoir de changer le monde par des grands idéaux. Donc je me suis enfermé dans ma bulle entre mon monde francophone, mes amis francophones, l'enseignement, le théâtre, mes sorties entre amis, et je vivais comme si je n'étais pas du tout en Égypte. D'ailleurs, je ne regardais que la télévision française, j'achète jamais de journaux, et je connais même pas les noms des ministres, je sais rien. Je sais que Moubarak était notre président, mais sincèrement, ça m'intéressait absolument pas. J'avais appris cette histoire du 25 janvier qu'il y aurait une manifestation. Je pensais que ce serait comme d'habitude une petite manifestation, qu'il y aura beaucoup plus de soldats que de militants. Et je regardais comme tout le monde, la télévision, comment ça allait se passer. Et je ne croyais pas que ça allait arriver à des centaines de milliers, voire des millions. Voilà. Et donc, depuis, ça a tout changé parce que tout d'un coup, je commençais à regarder toutes les chaînes qui parlent de politique, les chaînes. D'abord, pendant la Révolution, c'était les chaînes arabes comme Gezira, comme BBC arabique. Et moi, je flippais parce que je comprenais absolument pas ce qui se passait. Parce que en tant que copte, minorité copte en Égypte, je disais toujours à mes amis, si un jour il y a une révolution, c'est sûrement les frères musulmans qui prendront le pouvoir, et ça sera la fin de ma vie ici en Égypte. Moi, je veux pas quitter l'Égypte, et donc ce serait la fin, je devrais partir à ce moment-là. Est-ce que tu es la même personne depuis la révolution en Égypte ? Non, pas du tout.
Je vais vous dire un truc. Jusqu'au 24 janvier, je détestais ce pays et je n'avais qu'une idée en tête, en partir. J'y pensais depuis longtemps et je cherchais le meilleur moyen. Le 25 janvier, je suis descendu dans la rue pour voir ce qui se passait en bas et j'ai vu des gens différents, les mêmes gens envers lesquels je n'avais que haine et ressentiment. Mais ils étaient transformés. Je devrais presque être reconnaissant à Moubarak de m'avoir permis de saisir cette différence entre les Égyptiens avant et après la Révolution. Ils s'aiment davantage et ils sont plus consciencieux avec leur pays. Pourquoi est-ce que vous vouliez partir de l'Égypte? Pourquoi est-ce que vous n'aimiez pas votre pays? Pour de nombreuses raisons. Je trouvais les gens égoïstes, mais surtout pour des raisons personnelles. Je suis danseur et en Égypte, c'est mal vu. La danse, ce n'est pas un truc de mec, ce n'est pas assez viril. Pendant la Révolution, on dansait sur la place et je me sens plus à l'aise avec ça aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'en plus d'être danseur, je suis homosexuel. Et ça, franchement, c'est difficile de vivre avec en Égypte. C'est comme une épée de Damoclès. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain avec la Révolution. Pourtant, sur la place Tahrir, il y avait plein d'homosexuels, j'en suis sûr. Mais les gens ne l'acceptent toujours pas. Même si on a commencé un peu à en parler, et si ça peut être une lueur de changement. Je vivais dans un pays isolé, j'étais isolée, le pays était isolé, donc toute mon organisation était basée autour d'un concept de résistance. Je crois que ça va durer. Enfin, on a besoin de résistance là aussi. Mais je ne sais plus comment réfléchir à mes films. Je ne sais plus s'il faut partir en voyage. Pour moi, le voyage était un moyen pour continuer à respirer, pour pouvoir revenir. Maintenant, j'ai peur de partir, d'aller respirer ailleurs, parce qu'il faut respirer tout le temps ici pour comprendre et pour pouvoir rester engagé avec le pays, la société, les gens. Je ne sais pas comment je vais vivre dans ce pays les années à venir. Quand on s'était croisés, Nadia, sur la place Tahrir pendant la Révolution, c'était encore au tout début, c'était le 1er février, vous m'aviez dit une phrase qui m'avait marqué. On savait qu'on rêvait de quelque chose, mais on ne savait pas que c'était de ça qu'on rêvait. Je suis descendue, elle était dans la rue. La Révolution était là à 2 heures. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Enfin, on rêvait d'un truc qui ressemble un peu à ça, mais on ne savait pas que c'est de ça qu'on rêvait. Parce que c'est tellement grand. Quand on rêve d'un truc comme ça, on se dit on est en train de devenir romantique. Voilà. Mais quand ça arrive, on sait que oui, ça nous a effleuré l'esprit. À quoi vous rêvez aujourd'hui, 3 mois après la Révolution? Je rêve de pouvoir faire mes films complètement librement. Enfin, en liberté totale, je veux prendre ma caméra et que personne ne me pose la question du tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pourquoi? Et est-ce que c'est bien pour le pays? Voilà, je ne sais pas si je vais être attaquée par des individus pour une raison ou pour une autre. Même si la majorité des gens a fait le choix d'être ouverte et démocratique, je ne sais pas.
La nuit, quand tu dors, est-ce que tu fais les mêmes rêves qu'avant la Révolution? Les mêmes rêves, plus optimistes, tu vois, c'est ça. Avant, c'était malgré nous, on était vraiment pessimistes. Parce que on a vraiment senti qu'il n'y aurait jamais de réforme à cause de la sécurité d'État qui était toujours contre l'opposition et qui ont torturé les opposants durant les interrogatoires et tout cela. Et on le savait, mais ce n'était pas publié dans les journaux parce que c'était interdit. Et tous les journaux étaient aussi censurés. Les médias étaient censurés aussi. C'est ça la différence. Donc tu fais moins de cauchemars. Parfois, pour les salafistes. C'est ça. C'est ce qu'on craint vraiment actuellement. Les salafistes. Même pas les frères musulmans. Et justement, est-ce que ton rapport à Dieu, à ta foi, il a évolué avec la Révolution? C'est devenu plus spirituel, tu vois. Spirituel, mais pas physique. C'est ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait des martyrs durant la Révolution qui n'étaient pas même voilés, tu vois, qui n'étaient pas même très religieux. Et vraiment, on les a considérés tous comme des martyrs. Personne ne peut dire que la fille qui était frappée et qui était morte, d'accord, et elle n'était pas voilée, qu'elle n'était pas une martyre, ou bien qu'elle n'est pas une martyre. Personne ne peut le dire. Même les cheikhs, bien les théologiens, ils ont tous dit que toutes les personnes qui étaient tuées qui étaient assassinées ou bien tuées durant la Révolution, ils sont des martyrs. Alors, c'est pour ça que, alors tu as toujours ton voile très couvrant qui couvre tout le cou, qui laisse rien voir, mais moi je crois que c'est la première fois que je te vois en pantalon. Avant tu avais toujours une longue robe, une abaya. Oui, c'était avec une abaya, mais ça a évolué graduellement, c'est ça. Mais le pantalon, c'est depuis la Révolution? Oui, le pantalon, oui, c'était juste après la Révolution. Je suis maintenant consciente que la religion, c'est une relation spirituelle avec Dieu. Personne ne peut dire que celle-là est plus religieuse que celle-ci à cause du voile. Et c'était toujours l'idée que j'avais. Mais maintenant, j'ai changé même l'apparence. On voit tes chevilles. Moi, c'est la première fois que je les vois. D'accord, Joseph, merci. T'as bien remarqué tout aujourd'hui. C'est super. Je crains l'année prochaine. Ne viens pas me rencontrer l'année prochaine. J'ai aussi découvert ma fille. Le 2 février, quand la place Tahrir a été attaquée, ma fille a fabriqué 20 bouteilles de cocktail Molotov. 20! Elle est étudiante en chimie. Vous vous rendez compte? Ma petite fille, si adorable, si jolie, elle est allée dans la rue acheter des bouteilles vides, elle les a ramenées au garage et elle a fabriqué des cocktails Molotov. Elle n'a que 22 ans. Mon fils, lui, n'arrêtait pas de me dire que j'étais incohérent parce que je construisais des ponts, des tunnels. Donc je travaillais pour le régime, puisque seul un État construit des ponts et des tunnels. Et il me disait que j'étais donc tordu de critiquer ce même régime. Mais avec la Révolution, il a retrouvé du respect pour moi. Et c'est important pour moi. Et de mon côté, j'ai retrouvé du respect pour ma fille, qui me paraissait timide, mais en fait était capable de fabriquer des cocktails Molotov pour la Révolution. Je sais pas, il y a encore des choses qui ont changé. Oui, une dernière chose.
J'ai découvert toutes les ressources de mon staff, son patriotisme, son professionnalisme. Par exemple, mon gardien, celui qui dort dehors avec sa vieille djellaba, il sait à peine lire et écrire, mais il a eu un rôle important pendant toute la Révolution. Il avait plusieurs téléphones mobiles, il organisait le ravitaillement en nourriture et en couverture. Il avait un rôle logistique fondamental. Une blague. Ce gardien s'appelle Hassan. Et la blague qui circulait dans toute mon équipe, c'était que mon gardien attendait que je me fasse arrêter pour prendre la direction du bureau d'études. Cette révolution m'a donc causé aussi beaucoup de tort. Tout le monde a appris la démocratie. Je ne peux plus diriger mon staff comme je veux. Aujourd'hui, si je lui dis « Je t'avais dit de faire ça », il me répond « Non, non, tu ne m'avais pas dit ça ». Est-ce que vous avez peur un jour de trouver quelqu'un, Hassan, par exemple, à votre place, là, sur le bureau? C'est bien possible. لسه ما يعني احنا لسه ما جنناش يعني السمره لسه احنا لسه ما جنناش في السمره نعم احنا Bien sûr, on n'a pas encore récolté le fruit de nos efforts. ان احنا يعني شيء من الصعب انه جماعه يعني اللصوص اللي زي دي On n'est pas encore au moment de la récolte. On n'en est qu'au début. ده حصلش في التاريخ انه مثلا رئيس جمهوريه Déjà, on a eu la liberté. Déjà, on a eu un peu de justice. Le ministre de l'Intérieur devant un tribunal, je ne pensais jamais voir ça de toute ma vie. Mais les conditions de vie n'ont pas changé. De toute façon, l'argent, c'est Dieu qui décide à la fin de la journée qui aura quoi. Qu'on mange du caviar ou du pain, tout le monde aura à manger. Mais ma part de richesse, c'est Dieu seul qui en décidera. Et puis avant, quand j'allais au commissariat, il n'y avait pas de différence entre moi et un criminel. J'y allais simplement pour faire un papier administratif et j'étais traité comme un criminel. Aujourd'hui, le grand changement, c'est qu'on est débarrassé de ce genre d'attitude. Mais ça, c'est vraiment fini? Lorsque je suis allé au commissariat pour porter plainte, cela n'avait plus rien à voir. Les gens me disaient bonjour, ils se levaient pour me serrer la main. Et même lorsque j'ai été voir le procureur, il s'est levé, m'a salué et m'a demandé comment ça allait. Jamais cela n'aurait pu arriver avant. Présente Azza Balba, chanteuse et comédienne aussi, égyptienne. Moi, j'étais boycottée par la police. Ils m'ont interdit de la télévision, du radio. Ils ont effacé mes chansons même au radio. Et au théâtre aussi, depuis 5 ans. C'était ma dernière pièce de théâtre. C'était le 2005. Depuis ce temps, je n'ai pas travaillé du tout. J'étais interdite partout. Pourtant, avant, j'étais connue et je travaille à la télévision dans les années 80. Et puis, après la Révolution, bien sûr, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai beaucoup de reportages et de télévision. Pour moi, ça a beaucoup changé. J'entends ma voix par la télévision, j'entends mes chansons un peu, hein, ça vient. Et alors, c'est beaucoup de choses pour moi à changer. Mais il y a toujours des gens de la régime précédent. Pourquoi est-ce que vous étiez empêchée d'exercer votre travail de comédienne et de chanteuse? On veut que des chanteuses, des chanteurs qui sont de régime, qui toujours servent le régime. Ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de quelqu'un comme moi. Et je vois que la chanson, elle est très importante, elle est très quelque chose c'est une arme. C'est pour cela que je suis interdite. C'est pour cela que, à l'époque de Sadat, j'étais emprisonnée parce que j'étais accusée de chanter contre le régime. Ou bien avec
le peuple pauvre, ou bien contre la corruption, ou bien contre le zulm, l'injustice. Est-ce qu'il y a toujours autant de différences entre les riches et les pauvres, entre l'attitude des classes sociales supérieures et celle du peuple, et est-ce que vous pensez que ça peut changer? Oui, par exemple, quand je charge un client dans un quartier riche, il ne se met plus derrière, comme si j'étais son chauffeur, en allumant une cigarette sans me regarder. Maintenant, il se met à côté de moi. Avant, il m'ignorait. Maintenant, il me parle, il me demande comment je vais. Il est plus humble. On est pile 3 mois après la révolution du 25 janvier en Égypte. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie quotidienne de taxi du Caire? Évidemment. Par exemple, quand j'allais renouveler mes papiers pour la voiture, si je ne versais pas 20 livres de pot de vin, je n'obtenais pas les papiers nécessaires, les timbres et les vignettes. Aujourd'hui, j'achète juste le timbre et c'est tout, on me le donne. Sur le guichet, il y a même désormais un papier avec écrit « Interdiction de verser ou de recevoir des pots de vin ». La révolution a fait que maintenant, on ne se laisse plus faire, on n'accepte plus de payer. Toute la société a changé. Si on vous demande aujourd'hui, un policier vous demande un bakshish comme taxi, vous lui dites dégage. Oui, bien sûr. Il est hors de question que je donne quoi que ce soit. Même s'il ose demander, je dirais non. Et tout le monde autour de moi lui sautera dessus, lui cassera la figure, l'emmènera au directeur et il sera viré. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans votre vie? Avant, je gagnais davantage de sous. Maintenant, je travaille moins, il y a moins de clients, le budget est plus serré. Mais comme avant, je payais beaucoup de pots de vin, au final, c'est équilibré. Et puis c'est normal, tout se transforme. Ce n'est pas si grave de gagner un peu moins si c'est pour aller vers le mieux. La révolution non violente, célébrée par le président américain Barack Obama, ne s'est pas faite sans violence. Si un carnage se mesure en litres de sang versé, la Syrie n'a pas été la seule à massacrer des manifestants. Un bilan, publié en avril par la commission d'enquête sur les événements égyptiens, fait état de 864 manifestants morts, auxquels s'ajoutent 26 policiers tués et 6460 blessés, entre le 25 janvier et le 16 février. La plupart, dans les premiers jours de la Révolution, et loin de la place Tahrir, où se concentraient les médias internationaux. Parmi eux, Mouammar Mustafa, âgé de seulement 12 ans. C'est la feuille d'entrée de mon fils Mouammar dans la section de neurochirurgie à l'hôpital. Il est écrit qu'ils ont extrait 2 éclats de balles en métal de sa tête. L'un d'1 centimètre sur 5 mm et l'autre de 5 mm sur 5. Cela s'est passé le 28 janvier. Il y a un poste de police à 2 rues derrière la maison. Une demi-heure auparavant, il était encore avec moi, mais il est parti jouer dans la rue près du poste de police. Et moi, je suis allé au café. Tout à coup, ma fille est arrivée en pleurant. Mon frère est mort, mon frère est mort, on lui a tiré dessus. C'est un officier de police qui lui avait tiré dessus en visant les manifestants. Et mon fils a pris une balle perdue. Dieu merci, il est encore vivant, parce qu'il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Mais donc ça veut dire ça c'était le 28 janvier, 3 jours après le déclenchement de la manifestation, mais donc c'est juste à côté d'ici, c'est-à-dire qu'on est là dans une banlieue populaire du Caire, c'était pas place Tahrir. C'était le jour du vendredi de la colère. Le Caire entier manifestait et se révoltait, y compris les quartiers populaires comme celui où on se trouve. Votre fils, il a quel âge? Il manifestait pas? Non, pas du tout. Il n'a que 12 ans, mon fils.
Il jouait simplement au football quand c'est arrivé. Il ne faisait pas partie des manifestants. Mais l'officier de police voulait tuer, puisqu'il tirait à balles réelles dans la foule. Mon fils a eu le crâne fracturé, mais Dieu merci, il est toujours vivant. Est-ce que depuis, comment il a été pris en charge? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a été blessé pendant la Révolution, que les nouvelles institutions se sont occupées de lui après cette blessure grave? Non, c'est bidon. Mon fils a été pris en charge grâce à des Français qui l'ont vu sur Internet. Mais sinon, rien n'a été fait. J'étais d'abord allé à l'hôpital public et je voyais comment c'était. Le pauvre médecin, il était débordé par les cadavres et les blessés. Les ambulances se faisaient tirer dessus. Les cadavres étaient ensevelis comme ça, à même le sol des cimetières. La vie d'un homme ne valait rien pendant la Révolution. Si le commissariat du quartier a été brûlé, c'est à cause de l'histoire de mon fils qui a été médiatisée. Mais il y a eu plein de morts et de blessés dont on n'a jamais parlé. Le policier qui a tiré sur votre fils, vous l'avez cherché après la Révolution? Vous avez essayé de le retrouver? J'ai porté plainte contre l'officier qui a tiré. Je connais son nom. Mais il n'a pas été arrêté. Je suis allé devant le procureur. J'ai amené des témoins. Mais il n'a toujours pas été arrêté. Bien sûr, le responsable au-dessus de lui, c'est le ministre de l'Intérieur, qui a autorisé les tirs. Toute la famille, donc ça fait 7 personnes, vivent dans une pièce qui fait à peu près 10 mètres carrés, 8 à 10 mètres carrés. Vous pensez que ça va être changé par la Révolution? Que votre situation sociale, elle peut progresser? Si tout va bien, évidemment, on peut espérer un changement, une petite amélioration. Mais pour l'instant, je ne vois rien venir. On a la démocratie, la liberté, mais ça n'améliore rien à mes conditions de vie. Au contraire, j'ai régressé, puisque j'avais économisé 3000 livres et je pensais économiser encore 2000 pour pouvoir déménager. Mais avec la blessure de mon fils, j'ai tout perdu. J'ai dû acheter des médicaments après la transfusion et je suis maintenant complètement fauché. Et du coup, votre lecture de la Révolution, vous regrettez qu'elle ait eu lieu? Bien sûr, je regrette pour mon fils. Il aura des séquelles à vie, il n'aura jamais une vie normale. Mais d'un autre côté, c'est le prix à payer pour les générations futures. Une révolution, ce n'est pas que pour nous. Moi aussi, j'ai pensé que je pouvais mourir pendant cette révolution. Mais il le fallait pour la suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez 88 ans, Atef. Moubarak, il en a 82. Vous allez voir sa fin. Ah oui, je suis très, très heureux du fait que j'ai vécu pour voir sa demise. Vraiment. J'ai essayé de vivre le plus longtemps que possible et je suis arrivé à faire ça autour. Vraiment. On en a vu dans ce pays des dictateurs. Mais celui-ci, dorénavant, nous allons réussir à faire des choses que nous n'avons pas réussi à faire dans l'avenir. Si moi je vais voir cette démocratie ou pas, c'est un peu douteux, mais ça ne me fait rien. S'il y a des pas en avant, c'est ça l'important. Maintenant, depuis la Révolution, vous pouvez chanter ce que vous voulez ? Oui, mais ça reste un peu dans la télévision, surtout la chaîne 1 et 2, qui m'ont pas invité jusqu'à présent. Et la chaîne 1 et 2, ça reste un peu ce qui reste d'avant, la mentalité. Ça reste toujours
Oui. Et vous ne craignez pas d'autres formes de censure, notamment du côté des islamistes? Oui, bien sûr. On craint tous les Égyptiens, tous les peuples qui ont fait la révolution, tous les jeunes qui ont fait ou bien qui étaient l'avant-garde de la révolution, craignent les islamistes, parce que les islamistes sont venus pour sauter sur cette révolution. C'était pas eux. C'est pas le 24, ils ont dit pas de révolution, personne ne descend dans la rue demain. Pourtant, nous, on distribuait les papiers dans la nuit, dans les rues et tout, pour que tout le monde participe aux manifestations. Mais eux, non. Eux, après que les manifestations ont réussi, ils ont venu le 28. هو القلق ممكن يكون الضعف دلوقتي زي ما قلت عشان السلفيين ولا On avait peur de la police de Moubarak, mais on a encore plus peur des salafistes, parce qu'ils sont capables d'aller jusqu'à nous tuer, et ce serait en toute impunité. Même sans être au pouvoir, ils peuvent agir contre les minorités. Et même si on les attrape et qu'ils ont tué un PD, ce n'est pas très grave pour la population. Ici, tuer un PD, c'est comme tuer un chien. C'est évident que si les frères musulmans prennent le pouvoir, je serai dans le premier avion à partir d'Égypte. Pour désamorcer la question homosexuelle en Égypte, il faudra plus que la chute du régime. Il faudrait changer la mentalité des 80 millions d'Égyptiens. Maintenant que les salafistes et les frères musulmans, qui étaient interdits au temps de Moubarak, ont le droit de s'exprimer, il faut se méfier. De mon point de vue, il ne faut pas parler maintenant d'homosexualité parce que ce serait vécu comme une provocation. Il faut d'abord assurer la transition démocratique et plus tard, quand les frères musulmans et les salafistes ne seront plus menaçants, on pourra peut-être aborder cette question. D'un côté, j'avais l'espoir que les choses iraient dans le bon sens parce que j'avais la version des militants. De l'autre côté, en tant que copte, j'ai mes peurs, j'ai mes craintes. Et donc, j'étais toujours tyrannisé entre peur et espoir. J'ai un frère qui vit au Canada, comme beaucoup de coptes qui ont la famille au Canada, l'Eldorado maintenant. Et lui-même, je me rappelle, dès que la révolution a commencé, il m'a dit il faut à tout prix partir, venir ici, s'installer. Ce n'est plus une terre pour nous autres coptes, quoi. Mais moi, je n'ai jamais senti ce besoin de partir. Et là, même 3 mois après? Même 3 mois, encore plus. Encore plus, parce que maintenant, avec la libération de la parole et avec tous les salafis, parce que le salafi, on en savait, moi je savais rien des salafis. Notre terreur était les frères musulmans. Maintenant, notre terreur est passée au-delà, est arrivée aux salafis, qui sont vraiment la partie complètement folle de l'islam. Quand tout d'un coup, on devient ennemi dans notre propre pays, on se dit non, je ne veux pas partir, moi je veux rester ici, je veux vivre ici, prouver à ces gens que je suis égyptien encore plus qu'eux et que je n'ai rien à craindre. Et si de toute façon je dois mourir, le pire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on va me tuer? Très bien, ça sera la fin de ma vie ici. D'accord? Mais que j'aille pour mourir mieux ailleurs, je trouve ça complètement débile. Ce que je vois maintenant, c'est que avec ce que disent les salafis, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les musulmans eux-mêmes éclairés qui sont en train de répondre à ces salafis. Ça veut dire que pour la première fois, les musulmans sont en train de mettre en cause pas leur religion, mais les enseignements radicaux de leur religion. Ça, c'est une première.
Et je pense que c'est très très bien que les musulmans modérés, la lutte maintenant, elle est en train de passer entre musulmans modérés et musulmans extrémistes. Et donc cette remise en cause est une garantie pour nous, Coptes, qu'on sera défendu par les musulmans éclairés. L'extase de cette révolution, je pense qu'elle ne va jamais partir. Peu importe ce qui se passe. Je sais qu'il y a des phases terribles qui vont venir. Il se peut qu'on va quand même retomber dans un manque de démocratie très dur, mais c'est pas la même chose. Et ce qu'on a vécu là maintenant, c'est une référence à la liberté et à la libération qui n'existait pas du tout avant. Alors cette extase-là, c'est un truc que j'espère que ça ne va pas partir. J'espère que même si on souffre terriblement dans l'avenir à cause de la difficulté de passer à une vie vraiment démocratique, qu'à l'intérieur, on ne va pas perdre cette joie, qu'on ne va pas devenir cynique. On ne va pas se dire c'était beau, mais c'était le début d'un cauchemar. Ça va être un cauchemar, je crois, pour un moment, mais c'est très beau. C'est très beau. Moi, j'ai une chanson avant la Révolution, il y a 6 mois, qui s'appelle Le Rêve. J'ai rêvé de la Révolution et du changement. J'ai dit que le rêve va venir sûrement. Sûrement. Et c'est le début de cette chanson. Et après la Révolution, cette chanson, maintenant je l'entends à la télévision. Le rêve va venir sûr, sarih. Et on doit rêver. On doit rêver l'Égypte. On va traverser avec toi la tempête et rien ne te vaincra. Ça c'est le refrain. الحلم جاي صريح ولازم نحلمك هنعدي بيك الريح ولا شيء راح يهزمك الحلم جاي صريح ولازم نحلمك هنعدي بيك الريح ولا شيء راح يهزمك مدي الخطى مواعيد واحط ايد على ايد ده الفجر جاي اكيد وطارح موسمك الحلم جاي وشايل لقلوبنا غنوة امل طارح بكرة البشاير حب ومداين عمل احلم معانا وعيش غير حلم بكرة مفيش. C'était sur les docks, Égypte, la révolution au quotidien. Merci à tous les intervenants, Mohamed Mustafa, Neghi Shehata, Amani Ali, Mamdou Hamza, Nadia Kamel, Hazar Balba, Zacharias Abdelaziz, Mohamed et Azen. Traduction et collaboration, Ayman Abdelhafez. Avec les voix de Pierre Laplace, Laurent Lederer et Renaud Bertin. Attachés d'émission, Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Mixage Jean-Pierre Pelger. Un documentaire proposé par Joseph Confavreux et réalisé par Jean-Philippe Navarre. Demain à 17h, retour en arrière, dans une Égypte où la toute-puissante police politique avait fait régner terreur et mutisme. Les crocs des chiens et les tortures ne sont plus assez forts face au réveil égyptien. Comme les prisonniers libérés dans le film d'animation